Salut Firas. Bonjour Martin. Alors tu sais, je suis vraiment rassuré parce que tu sais, moi l'écologie, ça me préoccupe beaucoup, je suis super stressé et depuis des années je me disais mais c'est pas possible, on n'arrivera pas à s'en sortir en plus au niveau de la politique, il n'y a pas de prise de conscience et tout. Et là, il y a quelques semaines, miracle, aux élections municipales, il y a beaucoup de grosses villes où les gens ont voté massivement pour EELV. Alors, je me dis c'est génial parce que bon déjà EELV, bon déjà il y a l'Europe. Europe, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le partage, tu vois, c'est beau quoi. Et en plus de ça, Europe écologie, il y a le mot écologie marqué dedans. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'y connaissent, tu vois. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, tu vois. Donc, je suis vachement rassuré quoi. Ouais, alors moi ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au Père Noël, hein. De toute façon. Mais oui, bah écoute, je sais pas. Est-ce que si on sauve tous les orang-outans mais que tu n'as plus à manger, est-ce que ça te rassurera? Pas vraiment, non. Et bah c'est là toute la problématique de l'écologie. Donc, tu es Firas Yassine et tu es agronome. C'est ça, Et tu vas exactement. nous expliquer les difficultés qu'on va avoir à concilier nos idéaux écologiques, qui concernent tout le monde, je pense, avec la dure réalité de nous nourrir. Mhm. Déjà, un agronome, c'est quoi? Parce que, bon, je sais que ça travaille en lien à l'agriculture, mais tu vas sur le terrain, tu fais quoi? Oui, alors moi je suis responsable commercial pour une entreprise qui conçoit, fabrique et vend donc des bâtiments d'élevage. D'accord. Donc ma journée type, effectivement, c'est d'établir des cahiers des charges pour des bâtiments d'élevage. Mhm. C'est d'aller présenter ces cahiers des charges à des éleveurs. Euh, Après, évidemment, de discuter avec eux du cahier des charges, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire, ce qu'ils souhaitent faire. Et ensuite, à partir de là, bah, une fois que le projet est accepté et qu'il est vendu, c'est de le suivre, c'est-à-dire de faire en sorte que le bâtiment passe de, de rien à un bâtiment avec des Mhm. animaux dedans. Et puis une fois qu'on a fait ça, ben, il y avait à l'endroit où il n'y avait aucune production, on se retrouve avec une D'accord. production quelle qu'elle soit. Alors, bon, tu as aussi des activités politiques, mais on en parlera vers la fin de Mhm. la vidéo. Donc, on- là, on est assez préoccupés à peu près tous de savoir quel va être, on va dire, le devenir de notre planète, Mhm. pour les autres animaux et puis aussi pour nous-mêmes. Euh, on aurait envie de se dire, et je pense que c'est l'orientation que prennent des partis estampillés écologistes comme EELV, envie de se dire qu'il faudrait se calmer au niveau de la production, il faudrait donc produire moins ou différemment. Euh, et puis, en parallèle de ça, il y a l'augmentation de la population, puisque si on a une population mondiale qui augmente, bien, il va bien falloir produire plus. Moi, j'ai déjà envie de te poser deux questions, parce que là, on a posé comme ça des postulats. Déjà, est-ce qu'on est sûr qu'il y a un vrai danger écologique? Il y a des personnes qui y croient, d'autres qui y croient pas. Alors, la certitude en science, ça existe très rarement, hein, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est compliqué d'aller contre la croyance, enfin, la compréhension et l'intégration du phénomène de réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique. Aujourd'hui, la plupart des études scientifiques vont dans ce sens-là. Et le GIEC en est d'ailleurs comment, le présentateur et l'explicateur. Mais en fait, moi j'entends qu'il y a des gens qui disent on n'est jamais sûr de rien. Il y a des Juste, gens. tu nous expliques ce que c'est, le GIEC? Ah oui, alors le GIEC, GIEC? ouais, en fait, c'est l'organisme de l'ONU qui est chargé d'évaluer et de faire des propositions face au réchauffement climatique. Donc tu as toute une tripotée de savants qui sont rassemblés. Oui, tout à fait. Alors c'est bon, c'est très complexe puisqu'en plus il y a trois groupes GIEC. Il y en a qui s'occupent plutôt des problématiques Mhm, des réchauffements, d'autres plutôt des problématiques économiques. Enfin, voilà, il y a trois groupes différents. mhm, Mais effectivement, c'est tout, on va dire une tripotée d'experts, comme tu dis, mhm. qui mettent en commun leurs connaissances et leurs études pour essayer de dégager un consensus scientifique Mhm. de l'état des choses sur le réchauffement climatique. Bon, mais des personnes te diront que des réchauffements climatiques importants, il y en a eu à certaines autres époques, Mhm. Ils ont où raison, l'humain n'existait pas encore. Du c'est coup, vrai. pourquoi faudrait-il s'inquiéter?
Ben, parce que la vitesse à laquelle va le réchauffement climatique aujourd'hui est sans commune mesure avec les vitesses auxquelles il est allé jusqu'à maintenant. Donc il y a de quoi s'inquiéter, puisqu'en fait, dans tout système, ce qui compte, c'est pas tellement le. Enfin, il y a aussi l'importance du changement qui compte, mais surtout le rythme auquel se fait le changement. Pour que la vie puisse s'adapter. Pour que la vie puisse s'adapter, et puis, enfin, oui, pour que tous les organismes, d'une manière générale, puissent s'adapter. Donc, aujourd'hui, la matière à réflexion, elle est là, et le danger, il est là. Il est que ça aille trop vite et de manière trop radicale pour, un, que les êtres vivants puissent s'adapter, et deux, même s'ils s'adaptaient, pour que on va dire, les conditions de vie soient acceptables pour les futurs 9 milliards et demi que l'on devrait être d'ici 2050. Alors justement, tu parles de nombre. Deuxième question que je te pose, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on se dirige vers une surpopulation mondiale? Parce que, tu sais, quand tu étais au collège, tu as eu comme tout le monde tes cours de géographie, et puis le professeur de géographie vous disait, bah, écoutez les enfants, il y a un principe qui s'appelle la transition démographique. Alors c'est très simple, dans un pays pauvre, traditionnel, il y a beaucoup de naissances, beaucoup de décès, ça fait une forme d'équilibre. Dans un pays riche, industrialisé, eh bien, il y a peu de naissances, mais peu de décès, ça fait un équilibre aussi. Le seul souci, c'est l'étape intermédiaire. On va avoir beaucoup de naissances avec une faible mortalité, donc une augmentation de population très intense. Mais une fois qu'ensuite ben, les gens auront pris l'habitude d'avoir moins d'enfants, tout ça sera rentré dans l'ordre. Alors, j'ai envie de te dire, si la mondialisation tient ses promesses et que le monde entier s'enrichit, notamment les plus pauvres, eh bien, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement on va tous devenir des bobos et qu'on va tous finir par faire peu d'enfants et que les choses vont rentrer dans l'ordre? Alors, si, bon, cette transition démographique, a priori, puisque l'ONU est chargée d'émettre des hypothèses sur l'évolution de la population mondiale, cette transition démographique, on l'imagine et on l'espère, va avoir lieu dans tous les pays, évidemment. Mais par contre, d'ici là, la population va quand même continuer à augmenter, du fait, entre autres, du gain d'espérance de vie, du fait qu'il y a un décalage entre le moment où la mortalité infantile baisse et où les couples décident de faire moins d'enfants. Très exactement. Donc on va continuer à avoir une augmentation de la population et de tous les scénarios, il y a plusieurs scénarios à l'ONU. On a des scénarios qui voient 12,5, 15 milliards d'individus à horizon 2000, je crois que c'est 2100, il faudrait vérifier. Mais, et puis il y a des scénarios médians qui tablent autour de 9, 9,5 milliards d'habitants. Ce qui est à mon avis crédible, mais dans tous les cas, on ne sera pas à 7 milliards. Quoi, qui est et puis surtout que je suppose que ces scénarios faits par l'ONU, c'est un petit peu idéaliste concernant la vision de la mondialisation, etc. Parce qu'il faut quand même admettre une chose, c'est que la mondialisation qui était censée enrichir tout le monde, bah, elle crée des inégalités importantes. Donc en fait, on n'est pas du tout sûr que tout le monde va finir bobo avec un écran plat. Oui, puis c'est lié, enfin, la transition démographique, c'est aussi lié à des choses qui sont pas forcément liées à l'enrichissement, mais liées à des choix politiques. C'est une vision très culturelle aussi, parce oui, que tout à fait. c'est pas parce qu'en France, le français moyen s'est dit, on va dire dans l'année 70-80, on va avoir moins d'enfants, que c'est forcément un choix. Non, alors tu as raison, mais enfin, le fait est de constater que jusqu'à maintenant, tous ceux qui nous ont suivis dans le développement économique vont vers ce type de transition. Voilà, d'accord, c'est quelque chose que tu observes. C'est une observation, voilà, partout dans le monde. Dans les D'accord. endroits où les pays se sont développés. En D'accord. Afrique, on l'a pas encore, par exemple. D'accord. Dans les pays arabes, arabo-musulmans notamment, elle commence à apparaître. Mais par contre, il est vrai que la transition démographique est essentiellement due à la mise en place de systèmes de retraite, d'accord, qu'il soit par capitalisation ou qu'il soit par répartition, c'est pas le souci, mais il faut que les gens... Parce que l'idée, c'est de se dire, j'ai plus besoin d'avoir 5 enfants pour m'aider au champ quand je serai vieux et impotent. C'est exactement ça. Puisque je pourrais vendre mon affaire et puis l'État va me protéger. Exactement, l'État ou l'assurance à laquelle j'ai cotisé, j'ai un système d'assurance retraite qui fait que j'ai plus besoin d'avoir beaucoup d'enfants pour qu'on prenne soin de moi quand je serai vieux. La deuxième chose, c'est l'éducation des femmes, qui est aussi quelque chose en développement un peu partout. Donc on se dit que si l'éducation des femmes et le développement des retraites se généralisent dans tous les pays qui se développent, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas tous leur transition démographique. Maintenant là-dessus viennent s'ajouter aussi effectivement des facteurs culturels. Le fait est qu'aux États-Unis, même après un développement, même après une transition démographique, ils font en moyenne plus d'enfants que ce qu'on fait en Europe par exemple. Le fait est qu'au Japon, on fait en moyenne moins d'enfants que ce qu'on fait en Europe. Et je pense que ce qu'on va voir dans les pays arabo-musulmans
vu ce que je connais de cette culture, pour en faire en partie. En Mhm. partie. On dit que tu es d'origine libanaise, C'est ça, on oui. peut le dire. Voilà. Je crois qu'il y aura également un nombre d'enfants un peu plus élevé. Alors, il n'y aura plus des familles à 7, 8 enfants comme on voit aujourd'hui, mais des familles à 3 enfants vont peut-être être la norme, alors que chez nous, on est plutôt à 2. Voilà. Bien. Mais il y a une transition démographique qui s'effectue, quoi qu'on en dise. D'accord. Donc, on a du coup maintenant une raison en plus de vouloir se battre pour la préservation du système de retraite, soit dit en passant. Exactement. Ok. Donc là, on va partir sur donc, deux postulats. C'est le fait, premièrement, qu'il y a une vraie urgence écologique et que, de deux, il y a quand même un accroissement démographique important qui va venir, quels que soient les scénarios, c'est inévitable. Et donc toi, tu dis 9,5 milliards, c'est le scénario modéré. Médian, oui, médian. Médian, Voilà, d'accord. celui qui n'est pas. Bon, on n'imagine pas une troisième guerre mondiale qui viendrait faire disparaître 1 milliard de personnes de la surface de la Terre. Et où on ne se dit pas qu'on va continuer à croître à 12, 13 milliards. Parce qu'on dit que l'Afrique va faire sa transition démographique à allez, 3 milliards, on espère. On se dit que la Chine ne va pas repartir à faire 5 ou 6 enfants par femme. Enfin voilà, donc c'est le scénario médian, mais je crois d'ailleurs que le graphique est disponible sur Wikipédia. Bien sûr, on va mettre voilà. tout un tas de choses à disposition du public. Alors, à partir de là, est-ce que ça va 9 milliards et demi de personnes, on les nourrit sans problème Alors, on va faire un peu d'histoire. Alors, déjà, on n'a jamais nourri sans problème l'humanité, qu'on ait été 1 milliard ou qu'on soit 8 milliards ou qu'on soit demain 12 milliards. Je veux dire, faire produire quelque chose à la Terre, n'en déplaise aux bourgeois parisiens, c'est toujours très difficile. D'accord ? C'est pas juste planter une graine, attendre que ça pousse, mettre un poulet dans une cour et attendre qu'il pousse. C'est pas aussi simple que ça. D'accord ? Si on fait un peu d'histoire, il y a 200 ans, en gros le début du développement vraiment agricole, où on a commencé réellement à voir augmenter les rendements. Alors en agriculture, on a deux types d'indicateurs qu'on suit en productivité. Il y a la productivité à l'hectare, qui est importante, c'est-à-dire combien je sors de tonnes par hectare de nourriture. Et puis après, il y a la productivité horaire, qui est comme une productivité industrielle, c'est-à-dire combien de temps de travail humain par heure travaillée, combien je peux sortir pas par heure de pouce Non, voilà, non, par heure travaillée, on est bien d'accord, hein, c'est pas par temps de pouce. Non. Donc, on a ces deux indicateurs-là qu'on n'a pas dans d'autres types d'industries, parce que dans d'autres types d'industries, on se concentre essentiellement sur la productivité horaire. C'est-à-dire, je travaille une heure, combien je sors de produits. En agriculture, on a une autre contrainte qui est combien je sors par hectare. C'est-à-dire que même si j'ai pas besoin de beaucoup d'heures travaillées, mais que je sors pas beaucoup par hectare, j'ai un problème, dans tous les cas. Donc, le début du développement agricole, qui est essentiellement au départ une productivité horaire qui est améliorée, pas forcément une productivité par hectare, mais une productivité horaire, ça date du début du 19e siècle. D'accord. C'est pas dû d'ailleurs qu'à un développement agricole, c'est aussi dû à un développement de l'industrie agroalimentaire, avec notamment tous les procédés d'apertisation, qui ont permis de conserver. D'apertisation, de boîtes de conserve, en gros. D'accord. Voilà. Qui ont permis de conserver de mieux en mieux les denrées alimentaires. Mais alors ça veut dire que là, on ne prenait pas en compte combien de grains tu sors de ton champ là. On prenait juste, in fine, une fois que ça arrivait au moulin, combien de grains qui arrivaient qui étaient exploitables. C'est-à-dire ce qui compte dans une production agricole, c'est certes ce qui sort du champ, puis après c'est combien on peut réellement utiliser derrière. Okay, d'accord. Donc ça a commencé par là, ensuite il y a eu une vraie sélection variétale qui a avancé petit à petit, et ce qui fait qu'à partir du 19e siècle, on a commencé à pouvoir libérer des bras pour l'industrie. C'est d'ailleurs ce qui a permis la révolution. Mais tu parles de sélection variétale, mais on commençait pas déjà à faire des croisements avant, des choses comme ça? Si, on a sélectionné. Alors des croisements, j'aurais du mal à te dire quand ça date, mais par exemple, si je prends le cas du colza, qui est un hybride entre une variété de crucifère, une variété de chou et une moutarde, pour faire simple. Le colza, on pense qu'il a en gros 1500 ans, à peu près. Et comme on en parlait tout à l'heure, je crois que le blé n'est pas une espèce qui existe dans la nature, c'est au départ de l'épeautre. C'est ça. Qui a été le blé d'aujourd'hui, sélectionné, qui a donné le blé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est peut-être plusieurs milliers d'années en Mésopotamie. Exactement, de la sélection, voilà, petit à petit. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans tout ce que l'on produit au niveau agricole, que ce soit les hybrides de maïs, que ce soit les variétés de poulet, la génétique de vaches, etc., rien n'est naturel. Tout a été transformé, sélectionné. C'est des choses qui n'ont jamais existé dans le monde naturel. Un poulet d'aujourd'hui, vous le mettez dans le milieu naturel, il a disparu dans 6 mois, il n'existe plus. Voilà. Et donc, on arrive, même s'il y avait de la recherche et du développement, si je puis dire, on a au 19e siècle une avancée, d'un côté avec les moyens de conservation, mais également sur
les croisements, les choses comme Voilà, ça. l'amélioration variétale, etc. Donc on commence à avoir le progrès à partir du 19e siècle. À cette époque-là, Et tu peux nous citer quelques chiffres un peu de tête ouais, ou à pas cette trop? époque-là, en gros c'est simple, on a 70% de la population qui est au champ à peu près au début du 19e siècle. Mhm. C'est-à-dire que si on fait simple, un agriculteur nourrit allez, Sa famille, 1, quoi. ça, lui, il se nourrit lui plus 0,3 personnes à côté. D'accord. Et il travaille combien d'hectares, lui, en moyenne? Alors j'ai pas en tête, mais C'est tout petit, c'est c'est tout un petit. hectare, un truc comme Ouais, ça. c'est un hectare, 2 hectares, ça va. Ouais, Et encore, je suis d'accord. pas sûr qu'on parle en Ouais. hectares. Non, j'aurais pas les chiffres en tête, mais globalement, une personne voilà, va nourrir elle-même plus 0,3 personnes à côté. Donc Ouais. une personne nourrit 1,3 personnes. Mhm. D'accord. Ça c'est début du 19e siècle. Aujourd'hui, on est arrivé à une personne nourrit 200 personnes. Mhm. D'accord. En gros, un agriculteur nourrit 200 personnes. Donc ça vous montre un peu, ça montre à tout le monde un peu la trajectoire qui a été suivie pendant tout ce temps-là. Mhm. Viennent après, évidemment, se sont greffées là-dessus toutes les industries d'engrais, de phytosanitaires, on en reparlera peut-être après. Mhm. Et puis une dernière grosse révolution après la Seconde Guerre mondiale, Mhm. où là on a mis le paquet sur l'industrie, sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, Mhm. avec là toute l'agriculture productiviste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mhm. Je pense que tu sous-entends que revenir en arrière là-dessus, ça voudrait revenir en arrière sur la productivité et qu'a priori, selon toi, Oui, ça semble assez compliqué de faire oui, autrement, alors, mais c'est ça? alors, si on prend les chiffres en grande masse, d'accord, il y a toujours eu dans le monde, enfin en tout cas depuis les années 50, je parle, hein, j'ai pas les chiffres avant, mais en gros, plus ou moins 800 millions de personnes qui sont mal nourries dans le monde. Sauf que c'était 800 millions sur 2 à 3 milliards dans les années 50, et c'est aujourd'hui 800 millions sur presque 8 milliards. D'accord. Donc on est toujours sur ce ratio-là. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le nombre de calories disponibles par personne et par jour, on est à peu près à 2800-2900 calories par personne et par jour dans le monde. Je raisonne dans le monde. En France, c'est beaucoup plus. On est à de mémoire 3200-3300 en France. Donc on est sur des productions qui sont importantes, sachant qu'une personne a besoin en moyenne par jour, si on fait la moyenne entre les enfants, les femmes et les hommes, on va dire on va se mettre à 2000 calories par jour et par personne. Ça, c'est les besoins journaliers pour une personne. Sur les 2800 qu'on produit en moyenne dans le monde par jour, tu peux considérer qu'il va se perdre, suivant les chiffres qui sont donnés et suivant le type de produit, entre 20 et 40% le long de la chaîne de distribution. D'accord. Dans ton frigo, dans le transport, dans le stockage, dans le process industriel, il va se perdre entre 20 et 40% des calories qui sont produites et disponibles. Donc, de 2800, allez, faisons simple, on enlève 30%, on va se mettre au milieu, tu tombes à 2000. Donc aujourd'hui, quand je regarde en grande masse le monde et sa production agricole, je dis, bon, nous sommes à l'équilibre, au niveau mondial. D'accord. Après, c'est très mal réparti. Tu as des zones comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, en gros, hein, qui sont, voire un peu l'Ukraine, qui sont des très gros producteurs qui produisent beaucoup plus que ce qu'ils consomment. La France et l'Ukraine sont les deux plus gros, sont les deux greniers de l'Europe, comme on dit. Hein, Oui, la c'est Roumanie ça. aussi, tu pourrais mettre D'accord. dedans. Mhm. Mais oui, et puis maintenant, puis l'Allemagne, hein, on peut le dire aussi, qui produit énormément en agriculture. Donc oui, il y a des grosses productions et des endroits qui produisent beaucoup, plus que ce dont ils ont besoin, et il y en a qui produisent pas assez. La question, et un des endroits où on produit vraiment pas assez, c'est en Afrique, en l'occurrence. Pour plein de raisons, à la fois climatiques, politiques, notamment liées aux subventions à l'exportation. On a détruit ces agricultures pendant longtemps, qui fait qu'elles ne se sont pas développées. Mais pour plein de raisons, pas que pour des raisons politiques, il y a aussi des raisons climatiques. Si on prend l'Afrique du Nord par exemple, en Algérie ils sont 40 millions d'habitants, avec le territoire qu'ils ont, ils peuvent le tourner comme ils veulent, ils ne pourront jamais produire la nourriture dont ils ont besoin à 100% chez eux. Ça tombe bien, ils ont du pétrole et du gaz, on va pouvoir faire des échanges j'espère, mais voilà. Donc aujourd'hui, quand tu me demandais tout à l'heure est-ce que ça va bien, ça va juste bien. Ça va Donc, pile poil là, si c'est en pile poil. théorie on bougeait pas. À 7 milliards, à 7 milliards et demi, on est bien. Au niveau mondial, hein, je raisonne encore une fois au niveau mondial. Je regarde pas que la France, je raisonne au niveau mondial.
ce qui est produit et globalement ce qui est nécessaire à la consommation. Mais c'est pas étonnant, parce que les marchés agricoles sont structurés de telle façon que quand tu as mangé, tu as mangé, tu vas pas manger 10 kilos de blé de plus juste pour le plaisir. Si tu as plus faim, tu as plus faim. Et à l'inverse, si tu n'as pas à manger, tu es prêt à payer ce qu'il faut pour te procurer ta nourriture. Donc c'est pas étonnant que la production agricole suive d'assez près les besoins réels humains, à partir du moment où on a la possibilité technologique de produire. D'accord ? Parce que ce qui va se passer, c'est dès qu'on va produire un peu trop, les cours vont s'effondrer. Donc une partie des récoltes ne sont pas récoltées, on va du coup produire un peu moins. Et à l'inverse, dès que on va produire pas assez, on va avoir des émeutes de la faim. Et alors là, tous les gouvernements vont se débrouiller pour mettre en production quelque part de la nourriture. Je crois qu'en économie, on dit que c'est une économie faiblement élastique. C'est ça. L'élasticité des marchés agricoles. Après, il y a quand même une particularité, c'est que tu génères pas des quintaux de blé en surplus en un claquement de doigts. Il y a du temps. Exactement. Donc ça, c'est quand même le souci qui va mettre un petit peu le grain de sable dans l'ouvrage. C'est la partie délicate en agriculture. Alors les végétaux, c'est encore pas trop compliqué parce qu'il suffit d'une saison pour produire, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas d'aléas climatiques. C'est bien là le problème des sociétés passées, c'est que si un jour on avait besoin de plus, la saison suivante on mettait en production plus, mais il suffisait qu'il y ait une attaque d'un ravageur et tout ce qu'on avait fait était mis par terre. Bon. Donc là aujourd'hui on est capable de sécuriser les approvisionnements et d'être réactif même pas sur un an, sur 6 mois, parce que je te rappelle qu'entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud on est en contre-saison. D'accord, donc ce qui se passe dans l'hémisphère nord à un moment donné, on récolte dans l'hémisphère sud en contre-saison, donc on est capable de réagir à 6 mois après. C'est moins vrai pour la production animale. En production animale, quand on veut faire de l'élevage, alors sur du poulet ça va vite. Il faut le temps d'élever le petit veau. Oui, mais sur du poulet ça va vite parce que c'est 40 jours un cycle d'élevage de poulet, sur de la pondeuse aussi. Sur un bœuf, un veau, il faut 6 mois. Attends, 40 jours, tu fais quoi en 40 jours avec ton poulet le temps qu'il soit pas adulte de poussin à l'abattage. Ah ouais 36 jours. Ah ouais, d'accord. C'était 80 il y a 20 ans. Donc, tu m'as dit que là, on était au point d'équilibre. On va le dépasser dans pas longtemps. Comment on fait ? Il évolue. Alors, le point d'équilibre, il évolue. Donc, moi, si je garde l'hypothèse des 9,5 milliards de personnes, ça veut dire, plus 25%, 30% de population en plus d'ici 2050, en gros, ou 2100, je ne sais plus quelle est la limite, mais bon, bref, en gros. Donc la logique voudrait que le nombre de calories produites, si on garde le même nombre de calories produites par personne, c'est-à-dire 2800 disponibles par personne, il va falloir aussi augmenter de 30% le volume global pour suivre l'évolution de la population. Donc à partir de là, on est contraint à une augmentation du nombre de calories produites. Ça peut se faire par plusieurs voies. La première, c'est on intensifie encore plus ce qu'on produit actuellement en espérant qu'on y arrive, parce qu'après il y a des limites physiques, biologiques. Et moi je te dis, et c'était là qu'on va en discuter, mais que ça ne se fait qu'avec des nouvelles, ou en tout cas avec les technologies qu'on a actuelles poussées à leurs limites. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est on défriche et on met des surfaces en plus. D'accord ? Et ça, si on n'avait pas le problème du carbone, c'est une possibilité qui se fait, mais comme on a un problème de réchauffement climatique, on a plutôt tendance à vouloir stocker du CO2. Si je défriche, je libère du CO2 dans l'atmosphère, donc je fais tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Oui, mais on va en parler plus en détail, mais tu libères temporairairement, c'est juste la transformation. Non, parce que ce qui est stocké dans une forêt, ça n'a rien à voir avec ce que je stocke dans un champ. Bon, d'accord. Juste pour résumer, donc la troisième possibilité, c'est quoi ? Et la troisième possibilité, quand j'ai fait ça, c'est donc 1, j'intensifie, 2, je fais plus, 3, je modifie mon régime alimentaire. C'est-à-dire que là où je mangeais beaucoup de viande... non, moi ça me va pas. Là où je mangeais beaucoup de viande, qui nécessite énormément de céréales pour produire un peu de viande. Alors ça va dépendre du type de viande, mais si on prend 1 kg de céréales pour faire 1,5 kg de céréales pour faire 1 kg de poulet en industriel, 2 kg et quelques de céréales pour faire 1 kg d'œufs, et 8 kg de céréales pour faire entre 8 et 10, ça dépend comment on calcule, pour faire 1 kg de bœuf. Bon. D'accord. Donc l'autre solution, c'est de dire moins d'élevage,
Et on bouffe tous du soja. Et on bouffe voilà, alors merde, du soja ou autre chose, non. mais voilà. On va arrêter l'interview parce que là... alors, Bon, probablement que ce sera un mix des trois. On prend la première. D'abord, toi tu me dis qu'on est obligé d'utiliser des méthodes modernes, tout ça, pour augmenter. Alors, j'ai regardé vite fait le programme de Europe Écologie Les Verts. Ils nous disent que le bio, en France, ça réduirait quand même un petit peu la production, mais pas énormément. Hein. Je crois je sais plus de tête, je crois qu'ils nous ont sorti un 20%. Ça, tu fais des gros yeux, déjà, tu vas nous en parler. Mais ils nous disent qu'en plus, c'est génial, parce que même si en France, ça réduisait un petit peu, dans des pays pauvres, ça allait énormément augmenter la production. Alors, ça, oui, alors explique-nous un petit peu là, ce que tu en penses de tout ça. Déjà en France, est-ce que ça réduirait de 20% la production de passer sur du bio à 100%? C'est discutable. En fait, ça dépend de 20% par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se fait actuellement. Les rendements, je te prends un truc bête, mais une poule bio pond le même nombre d'œufs qu'une poule pas bio. Donc là, j'ai 0%. Petit rappel, une poule bio, c'est juste qu'elle va bouffer des trucs qui sont... Une poule bio, il y a tout un cahier des charges, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, si je prends une poule... Elle mange des graines sans pesticides. Elle mange des produits issus de l'agriculture biologique. Elle est élevée dans un bâtiment qui a des normes liées à l'élevage biologique, donc 6 poules au mètre carré par exemple. Pour qu'elle puisse courir en plein air. Elle a droit à 4 mètres carrés par poule en plein air, à l'extérieur. Voilà, ça c'est une poule bio. D'accord, donc on est dans pas d'OGM, interdit d'être... Alors c'est inférieur, et c'est même pas zéro, je crois que c'est inférieur à 0,9 puisque c'est le seuil de détection. Voilà, donc elle peut pas manger de trucs qui ont été traités aux pesticides. Voilà, donc toute la partie, la poule bio, en fait, c'est essentiellement un cahier des charges réglementaire, hein, ça n'a rien à voir avec des performances techniques ou quoi. C'est un cahier des charges réglementaire qui a été défini pour le coup par l'Union Européenne. D'accord. Donc une poule bio, en tant que telle, cette poule-là, elle pond autant qu'une poule pas bio. Par contre, à partir du moment où tu dis je veux que cette poule bio, elle ait 4 mètres carrés accessibles à l'extérieur et que j'ai 6 poules par mètre carré à l'intérieur, pas plus, et que je n'ai pas le droit à un bâtiment de plus de 12 000 poules, puisque c'est la norme bio, tu te retrouves dans un schéma où effectivement, si je raisonne purement production, sur la poule, je te dis qu'en fait on baisse pas la production, tu passes en bio, une poule égale une poule, elle pond un œuf tous les jours, ça change pas. Sauf que là où tu avais un bâtiment de 2000 m² avec 100 000 poules en cage, bon, on n'a plus de cage maintenant, on va dire 60 000 poules en volière, d'accord, tu te retrouves demain avec un bâtiment qui fait plus que 12 000 poules au lieu des 60 000, et qui en plus, il faut qu'il ait à côté de lui quelque chose comme 6 hectares pour que les poules puissent sortir. Donc si tu vois que la production, c'est pas qu'une question de rendement, c'est une question de disponibilité de territoire aussi. Parce que le problème, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, faut comprendre tout l'impact que ça aurait sur le reste, cet espace qui serait consommé. Quoi. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai énormément de bâtiments, moi qui dois proposer des projets de bâtiments de poules, il y a beaucoup d'endroits où les riverains n'en veulent pas. Et pourtant, il faut bien qu'on les mette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même des projets de poules bio. Hein. Je ne parle pas de poules en cage ou autre. Hein. Même des bâtiments label où il y a 4000 poulets dans un parc. Voilà. Donc, voilà, ça c'est donc te dire aujourd'hui. Moi j'estime aujourd'hui que la production bio, et ça je te le donne, c'est sur mon expérience parce que je l'ai vu en lait, je l'ai vu en production d'œufs, en production de viande et en production céréalière. Suivant les productions, c'est entre 20 et 50% de perte de rendement à l'hectare, on va dire. D'accord. Globalement. À peu près. Mais quand EELV nous dit que ça va améliorer la productivité dans les pays pauvres avec des agricultures traditionnelles, à ton avis, pourquoi il dit ça? Alors il dit ça, il peut y avoir deux façons de voir la chose. La première, c'est parce que dans les pays traditionnels où on n'a pas l'agriculture modernisée, mécanisée, etc., je conçois que nous, les techniques que l'on sait mettre en place en bio ou même en permaculture, si on va aller jusque sur la permaculture, sur des très petites surfaces, dans des exploitations qui n'ont aucun moyen technologique, effectivement, chez eux, ça va peut-être améliorer par rapport à ce qu'ils savent faire, ça c'est certain. Donc ça, moi je peux l'entendre, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ils gagneraient en passant à une agriculture modernisée complète, qui de toute façon nécessitera d'être adaptée à leur milieu environnemental. On ne va pas faire
en Afrique de l'agriculture comme on le fait chez nous. Évidemment, c'est pas les mêmes conditions climatiques, c'est pas les mêmes conditions pédologiques. Enfin bon, tout change, donc voilà. Ça, je peux comprendre qu'ils estiment que le bio dans ces pays-là va améliorer les choses. D'accord, là j'entends. Après, le deuxième point de vue qu'ils peuvent avoir, c'est de se dire, ben, si je produis du bio en France, en Europe on va dire, soyons larges, et que donc les productions européennes chutent. Comme je te l'ai dit, la France exporte, non je te l'ai pas dit, mais en gros la France, sur en gros 300 millions de tonnes de végétaux produits, en exporte 100 millions, à peu près. D'accord. Ça c'est les données ADEME de 2019, je pourrais te passer le graphique. Bah, si ces produits-là ne sont plus exportés parce qu'on ne les a plus, parce qu'on a décidé de produire moins chez nous, ça va inévitablement forcer les pays à produire en local. Après, à quel rythme, toute la question est là. C'est-à-dire que, un, est-ce qu'ils vont réellement le faire? Deux, s'ils le font, à quel rythme? Et trois, combien de morts et d'émigrations massives avant qu'ils aient rattrapé le niveau dont ils ont besoin pour nourrir leur population. Voilà. Mais à long terme, c'est quelque chose qui peut s'entendre. De dire, si moi j'exporte pas, c'est qu'eux vont devoir se débrouiller tout seuls et que donc on peut espérer, parce que les Africains ne sont pas plus cons que les autres, qu'ils vont se mettre à produire ce dont ils ont besoin. Voilà. Je pense que c'est ça qui se cache derrière leur vision du monde. La seule chose que je te dis, c'est ce qui se cache, c'est la conséquence derrière, c'est que tout n'est pas synchronisé. C'est-à-dire, c'est pas moi j'arrête de produire et eux vont se mettre à produire en même temps. Il y a forcément un décalage. Bien, alors toi, donc, tu nous dis que selon toi, il n'est pas possible de faire efficace sans passer par les méthodes modernes de type. Bon, je ne devrais pas dire moderne, parce que finalement, il y a des méthodes comme des méthodes alternatives qui sont aussi modernes dans le sens où c'est des choses nouvelles. Mais toi, tu te mettrais, on va dire, plutôt sur les méthodes industrielles, on va dire. Voilà, oui, tout à fait. Productiviste. Moi, par exemple, si je prends par exemple le principe du bocage, le bocage, pour rappel, le bocage, vous savez, c'est l'inverse de l'agriculture intensive. C'est quand au lieu d'avoir de gigantesques champs, vous avez des petits champs séparés par des haies. Tu sais, toi, si on aurait un meilleur rendement, avec des meilleures plantes, de plus belles, plus riches, etc. Avec les bocages d'avoir gardé le bocage. Parce que c'est quelque chose sur lequel on était revenu sur ces 20 dernières années en disant que ça a participé à aider le champ. Non, moi je crois pas que les bocages vont avoir un impact extrêmement positif sur la production à l'hectare. Par contre, ils auront un impact extrêmement positif sur la préservation de la biodiversité. Ça, mais pas sur la qualité du produit lui-même. Non, il n'y a absolument aucune raison. Alors je dis pas qu'il va peut-être pas avoir un effet, mais dans les deux sens. Dans le bocage, tu peux très bien te dire que tu vas aller conserver des auxiliaires qui vont venir effectivement protéger quelque part, polliniser ton champ, etc. Mais tu peux aussi héberger des pathogènes qui vont venir demain ravager ton champ. Donc les deux, tu as les deux facettes. Tu penses que ça s'équivaut? Après, je suis pas sûr qu'il y ait des études là-dessus, mais tu vois, cette partie bocage, par contre, effectivement, elle a un intérêt pour moi dans la biodiversité, et pour moi, elle n'entacherait que la productivité horaire, qui dans notre monde actuel n'est pas forcément à repousser, parce qu'après tout, si au lieu d'une heure de travail, j'ai besoin de 2 heures de travail pour produire la même quantité de nourriture, j'ai 10% de chômeurs moi dans mon pays, pourquoi pas, et puis si demain de toute façon on est contraint de faire moins d'industrie parce que le réchauffement climatique nous pousse à limiter notre consommation, autant qu'on oriente les forces de travail vers des choses qui sont utiles et intéressantes. Après le bocage, on va aller quand même plus loin en parlant de permaculture. La permaculture est quelque chose qui est beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. On parle aussi d'amélioration sensible de la production parce que, je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, l'idée de la permaculture, tu me dis si je dis une bêtise, c'est de faire interagir ensemble des espèces plutôt que d'avoir au même moment une seule espèce dans ton champ, tu vas avoir plusieurs espèces qui vont interagir ensemble parce qu'on part du principe que dans la nature, depuis des millions d'années, ton chou-fleur, il était habitué à interagir avec je ne sais pas quelle espèce, et qu'ils vont s'aider mutuellement. Il y en a un qui va l'isoler pour protéger contre certains parasites, etc. Et ce serait censé, selon les tenants de cette approche, ça serait censé être plus performant en termes de rendement, en termes de qualité de produit, que la production industrialisée. Alors, il y a deux choses là-dedans. Sur la permaculture, il y a une étude qui a été faite par l'INRA qui s'appelle l'étude sur la ferme du Bec des Loins,
pour essayer d'évaluer deux choses. Un, c'est la production de, comment, de la ferme. Et deux, c'est la rentabilité, mais au sens économique, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet aux personnes qui exploitent cette ferme de vivre. Alors c'est difficile vraiment de te dire qu'est-ce que c'est que la permaculture, parce qu'en fait, personne n'en sait rien. Il y a tellement de concepts différents et variés. Ça vient d'un concept d'un japonais dans les années 60 qui ont été repris par deux Australiens. Bon, qui avait écrit un livre. Qui avait écrit un livre, et c'est deux Australiens qui ont repris ça, qui ont un peu mis ça au goût du jour. Bon, aujourd'hui, la permaculture, c'est plein de recettes diverses et variées que chacun applique ou applique pas, auxquelles chacun ajoute ses propres recettes. Mais bon, si on lit cette étude sur le bec des loins, ce qui est noté par l'INRA, c'est que globalement, on arrive à faire vivre une personne plus un salarié au SMIC, sachant que la personne se dégage un salaire entre 900 € et 1500 € suivant les années, ça a été fait sur 4 ans, 4 ans je crois. Donc on arrive à faire vivre en gros une personne pour 43 heures de travail entre 900 et 1500 €. Mais quelle superficie en revanche alors c'était de mémoire 1 hectare. Donc tu vois, c'est vraiment pas gros, hein. Ils sont pas allés au-delà. Donc c'est pas gros. Oui, c'est 1 hectare ou 1000 mètres carrés, il faudrait vérifier. Est-ce qu'on est à peu près sur le même rentabilité que ce dont tu me parlais avant le 19e siècle du coup? Ou mieux ou pas? Alors j'aurais du mal à te dire si c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est forcément un peu mieux parce qu'on a la génétique. D'accord, parce que la génétique qui est utilisée en permaculture, c'est de la génétique qui n'était pas disponible au 19e siècle. Et cette génétique, c'est des espèces génétiquement modifiées? Non, mais sélectionnées. Sélectionnées avec 2 siècles de plus. Oui, d'accord. Donc c'est tout. C'est comme c'est de la génétique. Donc on bénéficie d'une génétique qui a été travaillée pendant 2 siècles de plus. Donc le potentiel génétique est forcément plus important. D'accord. Donc, pour moi, ça m'a pas l'air tellement différent de ce chiffre que tu m'as donné tout à l'heure. Non, ça va s'en rapprocher, parce que de toute façon, en termes de production horaire, on s'en rapproche fortement, puisque de toute façon, on enlève beaucoup de la mécanisation, puisque comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est facilement mécanisable. En termes de production à l'hectare, entre guillemets, on est très... on est effectivement, on bénéficie de la génétique. Et par contre, dans la ferme du Bec des Loins, il faut faire la part des choses de si on est en bio ou si on n'est pas en bio. Je ne saurais plus te dire si dans l'étude du Bec des Loins, la ferme est en bio et en permaculture ou juste en permaculture. Parce qu'on peut avoir de la permaculture qui n'est pas en bio. Tu pourrais l'envisager. Qu'est-ce qui t'en empêcherait? La permaculture, tu peux faire une butte de permaculture et puis faire du biomimétisme en te disant le jour où j'ai une attaque de pucerons, je traite parce que je veux pas tout perdre. Tout, quoi. Bah oui, on pourrait très bien l'envisager. D'accord. Maintenant, si on rebondit sur la partie bio, c'est un peu différent. La partie bio, il y a une étude qui est parue là, cette fois dans Nature. Alors, moi, j'ai trouvé que celle-là pour l'instant qui dit ça. Qui dit qu'on pourrait nourrir le monde avec du bio, mais à plusieurs conditions. C'est là que les conditions sont serrées. Première condition, c'est pas au-delà de la population attendue en 2050. C'est quand même pas rien. La deuxième condition, c'est de l'élevage que là, on peut rien faire d'autre. D'accord. C'est-à-dire là où on peut faire que de la pâture, on met de l'élevage, mais ça s'arrête là. D'accord. Là où on peut faire autre chose que de l'élevage, on met du végétal. Et en réduisant les pertes et les gaspillages de 50%. C'est ça qui est donné dans l'étude qui a été publiée dans Nature. Ouais. Ça aborde le deuxième sujet, alors on va faire des allers-retours entre les trois thématiques, mais on parlait de défricher et éventuellement tuer de la forêt qui est aussi importante là, surtout quand on sait qu'il y a le réchauffement climatique, etc., le CO2. Par rapport à un champ, on va dire, avec les méthodes industrialisées, combien il te faut de place, enfin pour 1 hectare en méthode industrialisée, pour un rendement équivalent, il te faut combien d'hectares en bio? Alors dans le bio, ça va dépendre des cultures évidemment. Bon, on va prendre du blé par exemple. Aujourd'hui, je te donne les chiffres officiels d'Agrest, qui sont les sources françaises. Là où tu fais en moyenne 80 quintaux, entre 70 quintaux on va dire, en blé conventionnel, tu vas faire un peu moins de 25 quintaux en blé bio. D'accord. Ok. En gros, tu divises par 2, à peu près. D'accord. Donc, sur les productions végétales, je parle vraiment. Okay. Attends, mais je vais aller un peu plus loin parce que ça prend pas en compte autre chose. Le bio tel qu'il est connu aujourd'hui, en France en tout cas, c'est un bio qui est entouré de conventionnels. C'est un peu comme quand tout le monde est vacciné et que toi t'es pas vacciné. Tu vois? Tu peux me dire, mais moi je me sens très bien, je chope pas la variole, pas de problème, tout le monde est vacciné. D'accord? Tu es protégé par les autres.
Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? parce que celui qui fait son champ en bio, il se targue que tout va bien, mais Ouais, on prend pas en compte que si tout le monde si était tout en le monde était bio, en bio, il y aurait des la grosses pression vagues des ravageurs n'est bien plus sûr. du tout la même. Ouais. D'accord? Ouais. Ça, c'est un truc que tout le monde oublie. C'est-à-dire que tout le Eh monde oui. nous dit, ah mais regardez, le bio, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Parce que c'est mon Parce voisin que- qui lui paye le prix. Parce que mon voisin peut payer Et le que prix moi, j'en profite. et que moi, j'en profite oui. accessoirement. Eh oui. Et ce qu'on oublie également en bio, c'est que le bio, le problème qu'il a, on sait que les attaques de ravageurs se font pas tous les ans en permanence. Je veux dire que le bio, ça peut aller très bien pendant 9 ans, d'accord, fonctionner très bien, avoir une production elle est un peu moins forte que ce qui va être produit dans le Parce qu'on n'a pas conventionnel. encore eu de grosses Et attaques. le jour où tu as depuis, une grosse attaque, là tu perds tout par contre. C'est quand qu'on a eu une grosse attaque? C'était il y a plusieurs décennies? Ah mais non, mais des grosses attaques, ça dépend des cultures. Tu peux en avoir. Là, Ah par oui, exemple, d'accord. tu peux regarder chez D'accord. les fabricants de betteraves, là, enfin Mhm. les producteurs de betteraves, on leur a interdit les néonicotinoïdes là, récemment. Tu Ah. sais, c'est des produits insecticides qui enrobaient leurs semences. Bah, cette année, ils ont eu une grosse attaque, Ouais. ils ont perdu 30% de leur récolte. D'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est que les politiques très encourageantes ont tendance à mettre un petit peu de ces choses-là de côté, quoi. C'est-à-dire C'est qu'en d'accord. gros, mais ça c'est la problématique, alors, si tu veux, en agriculture et en biologie, on a deux problèmes majeurs quand on s'adresse au grand public et les politiques, en premier avec les politiques, pareil avec eux. C'est que, la plupart des gens ont très peu de compétences dans la partie biologique parce que quand on fait de la biologie à l'école, la plupart du temps on s'arrête en troisième. D'accord? Donc c'est pas comme quand on fait des maths, de la physique ou du français ou de l'anglais, la plupart vont pas jusqu'au lycée en faisant de la biologie. Deux, ça touche à l'alimentation, donc tout le monde a un avis sur la question, y compris ceux qui ont même pas la base de la base pour comprendre les enjeux derrière. Trois, en biologie et en agronomie particulièrement, on s'appuie énormément sur de la statistique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'une probabilité et ce que c'est qu'un risque. D'accord? Parce qu'effectivement, on peut dire à un moment donné, je ne veux pas prendre le risque de glyphosate. On peut. Et D'accord? c'est là où le problème de tout ce qui se passe sur les probabilités statistiques, c'est qu'on dit tout se passe bien jusqu'à présent, c'est la preuve que ça va bien. C'est la preuve que ça va bien, mais c'est pas comme ça que ça Et que c'est fonctionne. toujours le problème. avec Et on les oublie souvent de prendre en statistiques. contrepartie le risque statistique de ne pas agir. C'est-à-dire que, oui, quand je mets du glyphosate, par exemple, j'ai un risque, effectivement, qui est un risque lié aux produits chimiques que j'utilise. C'est vrai. Mais si j'en mets pas, j'ai un autre risque, qui est le risque que demain, ma production baisse. Et c'est là, on ne la prend pas en compte. Ouais. C'est là la problématique qu'on a quand on veut expliquer quelque chose de technique sur les phytos et sur la production agricole au sens large. Il y aurait dans le sol une chose qui s'appelle le mycélium, Ouais. qui est un genre de champignon qui se répand un peu partout et qui fait partie intégrante du processus pour faire pousser les plantes. Euh, Essentiellement les arbres, ouais. Voilà, mais également ton blé. Oui, c'est surtout vrai pour les arbres, mais effectivement, c'est pour tout en général. D'accord. Oui. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la permaculture ou d'une autre approche, mais je crois qu'il y a des gens qui reviennent là-dessus, finalement, sur le fait d'utiliser la mécanique, Le labour. le labour Mhm. pour retourner la terre. Certains disent que finalement, il faudrait arrêter de faire ça, parce que là, on met la chair à nu, c'est comme si la chair de quelqu'un était à vif. Ça tue le mycélium, ça doit sans doute libérer rapidement, on va dire, certaines choses, peut-être des nitrates ou je sais pas quoi, mais que sur le long terme c'est catastrophique et du coup il faudrait peut-être arrêter ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors c'est vrai, tout ce qui est dit est vrai. Globalement, le labour a des avantages et des inconvénients. Le premier, effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'on fragmente le mycélium, mais on tue aussi beaucoup les organismes tels les vers de terre, par exemple. Ils font aussi, ils font quoi? Ils aèrent le sol, c'est Alors ça? ils aèrent et ils font remonter beaucoup de micro-nutriments de la roche-mère vers le dessus du sol. D'accord? Donc il y a tout ce travail-là, effectivement, quand on laboure, qui a tendance à baisser la fertilité du sol. Ça libère beaucoup de CO2, il faut le savoir, parce que quand on met dans le sol, il y a du carbone, de la matière organique. Quand on la retourne, on la met en contact avec l'oxygène. Et cet oxygène vient se combiner avec le CO2, avec le carbone, et fait du CO2. Sans vouloir rentrer dans la complexité, mais ce CO2 coincé dans le sol, il vient d'où? C'est Il vient les aliments, c'est les végétaux qui se décomposent? C'est ça, ouais, exactement, c'est les restes de végétaux, de toute la microfaune, microflore qu'il y a dans le sol, tout à fait. Mais ils pourraient être enterrés définitivement si on n'allait pas les en sortir? Ils iraient descendre dans les profondeurs? Ils feraient quoi? Alors, Parce que si on veut, on va dire, endiguer le réchauffement climatique et la libération de CO2, mais qu'il y a du CO2 qui est là et qui finira par se libérer un jour, ça ne changera rien. non, le mais c'est une problème. question d'échelle, c'est une question de vitesse. Le problème, c'est que le CO2 qui est dans le sol, il est dans le sol, il est prisonnier, il ne bouge pas tant qu'on ne le met pas à l'oxygène, tout simplement. Après, si tu veux capter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il faut qu'il y ait une croissance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des végétaux qui poussent, qui prennent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et qui l'utilisent en biomasse.
D'accord, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, si tu as du carbone dans le sol et que tu retournes le sol, là par contre tu libères le CO2, D'accord. obligatoirement. C'est marrant, je suis étonné de la réponse que tu m'as donnée sur le labour. Parce que pour moi, je te mettais plutôt dans le rang, on va dire, des gros industriels, donc qui seraient pour le labour. Donc tu penses qu'on pourrait déjà améliorer les choses. Mais en termes de donc technique, le rendement, au-delà des considérations écologiques, mais le rendement pourrait être amélioré en changeant notre rapport au labour. C'est pas le rendement, hein, c'est la protection des sols là, dont je te parle. Le rendement, ce que je te dis juste, c'est qu'en fait on laboure pourquoi? On laboure pour éviter les mauvaises herbes. Ça sert à ça au départ. D'accord. C'est-à-dire j'enfouis les semences, les graines de mauvaises herbes profondément pour éviter qu'elles repoussent l'année suivante. Oui, mais plus de mycélium et plus de vers de terre égale plus de rendement. Oui, égale une érosion des sols moins importante pour les vers de terre, pour tout ça. Et on peut espérer, dans ce cas-là, ne plus être obligé d'amener autant d'amendements que nécessaire dans les sols. D'accord, c'est pas plus de rendement, c'est que je suis pas obligé, parce qu'aujourd'hui le rendement on le récupère en apportant des engrais. Oui. D'accord, c'est juste que dans ce cas-là, si je protège mon sol, je le conserve au maximum, je suis moins obligé d'amener des engrais dans le sol. Je suis toujours obligé d'en amener parce que quand je cultive quelque chose dans le sol, cette plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend dans le sol et quand je la coupe, je l'enlève du sol. Donc je suis forcément obligé de ramener des choses dans le sol, d'une façon ou d'une autre. Soit parce que j'amène du lisier de vache, de cochon, de ce qu'on veut, soit parce que j'amène des engrais synthétiques fabriqués par l'agrochimie, soit parce que je mets des légumineuses qui sont un engrais vert. D'accord, c'est au choix. Ou je mets un couvert végétal qui va amener de l'engrais vert. Donc de toute façon, on est toujours obligé de ramener quelque chose. Mais si on protège le sol et on le conserve au maximum, on va limiter évidemment le type d'engrais qu'on va avoir besoin d'amener. Donc je ne vais pas améliorer mon rendement, je vais juste être obligé d'en ramener moins. Réduire mes intrants, ce qu'on appelle les intrants. D'accord. Voilà. Après, est-ce que ça va avoir un effet bénéfique au point de faire progresser le rendement? On pourrait peut-être l'envisager, mais ne te dis pas que tu vas faire x2 sur les rendements juste avec ça. C'est important de détailler ça, parce que là on est en train de réfléchir à comment on pourrait améliorer les rendements, parce qu'on a plus de gens à nourrir. Donc après, les méthodes qui peuvent améliorer l'environnement, c'est très bien, mais on parle aussi beaucoup de comment on va nourrir tous ces gens demain. Donc ça veut dire que là, si on laboure moins, on va avoir plus de mauvaises herbes. Donc, oui, alors en fait, il y a deux solutions quand on laboure moins, quand on veut plus labourer, hein, quand on fait un semis direct. Il y a, en fait, c'est pas qu'il y a deux solutions, c'est qu'en général, on fait un couvert végétal pour éviter justement que le sol reste à nu. Je sème un couvert végétal. D'accord. Idéalement, par exemple, si admettons on est au mois de, je sais pas moi, on est au mois de juillet, tu as récolté ton blé dans ton champ et tu veux faire cette année un maïs que tu vas semer au mois d'avril l'année prochaine. Donc pendant de août on va dire de septembre jusqu'à avril l'année prochaine, il faut mettre quelque chose sur ton sol. L'idéal c'est de trouver un sol, une plante qui soit gélible. Tu la plantes en septembre, elle gèle pendant l'hiver. En avril, tu mets ton maïs sur le truc qui a gelé et que tu peux. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément toutes les semences adaptées à ce type de pratique-là. C'est-à-dire des semences qui soient bien gélives, comme on veut. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire concurrence à la. Bien gélives. C'est-à-dire qu'ils gèlent, qui passent pas l'hiver, quoi. D'accord. Qui soient gélives. Ah oui, parce que le but c'est quand même qu'elles meurent. Ah bah oui, parce que sinon t'es embêté. Si elles font concurrence au maïs ou à ce que je ou alors le printemps que je mets derrière, j'ai un souci. Donc c'est d'avoir ça. C'est pas forcément, on n'a pas forcément toutes les semences pour toutes les conditions qui vont bien. Ou alors l'autre solution, c'est d'avoir un phyto qui s'appelle le glyphosate. Roundup, no root, no weed, no problem. Au printemps, tu balances le glyphosate et après tu mets ton truc. On va en parler un peu après du glyphosate. Juste une chose, tu m'as parlé des légumineuses en disant que c'était vert. Des engrais verts. Donc engrais vert, ça veut dire engrais naturel, quoi. Ouais, on appelle ça engrais vert parce que ça a tendance, tu sais, c'est des plantes qui font avec une bactérie bien particulière dans le sol, qui font une symbiose. En fait, cette bactérie va fixer l'azote de l'air pour la plante. Donc on n'a pas besoin de leur amener de l'azote, elles utilisent l'azote atmosphérique. D'accord. Donc c'est comme si tu prenais l'azote atmosphérique, tu le mettais dans le sol, dans la plante. Si tu laisses la plante dans le sol, tu as ramené l'azote dans le sol. Bon, pourquoi on ne bouffe pas que des légumineuses alors dans ce cas-là? On résout les problèmes de la planète si on se met tous à manger? Non, parce que les légumineuses, c'est les haricots, les choses comme ça. Ouais, pourquoi on ne se met pas tous à manger que des haricots, du soja et compagnie? Parce que d'abord, les acides aminés des protéines végétales sont carencés en acides aminés soufrés, donc il faut complémenter avec d'autres choses. Ça peut être des acides aminés de levure, très bien, pour ceux qui ne veulent pas manger d'animaux. Ça peut être de l'œuf.
ça peut être de la protéine animale, Mm. ça peut être plein de choses. Ensuite, parce qu'on n'a pas envie de tous manger la même chose tous les jours. Ouais, voilà, bon. Et puis ensuite, parce que les rendements des légumineuses ne sont pas les rendements du blé, du Voilà. maïs. Il Et fallait voilà. qu'il y ait Oui, mais c'est logique. Enfin, tu sais, si le blé, en gros, ce qui nourrit le monde aujourd'hui, hein, c'est blé, maïs, euh, orge, allez, on peut mettre dedans, riz, évidemment, pommes de terre. Mhm. Quand on enlève ça, Mm. ça reste plus grand. Le soja, c'est plus parce que ça nourrit les animaux qui nous nourrissent nous, mais voilà, blé, allez, blé, orge, maïs, soja, et pommes de terre et riz. Quant à ça, Mhm. c'est ce qui nourrit le monde hein, aujourd'hui. Ok. Donc c'est ces choses-là qui vont fournir les calories dont on a besoin. Mm. Mais globalement, c'est pour ça que tous ceux qui annoncent que grâce au bio, grâce à la permaculture, ou grâce à des méthodes qui finalement reviennent un peu sur ce qu'on faisait avant, on va progresser et améliorer le rendement. Non, c'est juste qu'on revient à ce qui se faisait il y a 100 ans, 200 ans. Au mieux, on va retomber sur les mêmes choses, on va peut-être progresser un peu génétiquement parlant, mais même cause égale mêmes effets. Enfin, moi, un monde 100% bio, j'en connais un, hein, ça s'appelle le 19e siècle. Bon, ben, les rendements, ils étaient ce qu'ils étaient, ils n'étaient pas ce qu'on avait aujourd'hui. Ouais. Sinon, on n'aurait pas changé. Ouais. D'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre à l'esprit, c'est que c'est aussi une question de flux. Quand tu produis beaucoup dans un champ, ta plante pousse beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire aussi qu'elle a pris beaucoup de minéraux et de nutriments dans le sol. Tu la coupes, tu l'enlèves, tu l'exportes, d'accord. Bah, forcément, ce que tu as exporté, il faut le ramener d'une manière ou d'une autre. D'accord. Tu ne peux pas éternellement prélever et que rien ne se passe. Donc tu le ramènes de deux façons, soit avec du lisier, avec les déjections animales, soit avec des engrais artificiels, mais c'est illusoire de se dire je vais produire plus et rapporter moins. Enfin, je veux dire, c'est une question de somme. N'importe quelle personne qui sait Je vais faire produire plus, mais avec moins avec d'entrants. moins d'intrants, n'importe quelle personne D'intrants, qui sait pardon. faire des plus et des moins sait que si tu enlèves plus, Mhm. eh ben, il faut rapporter plus pour Ouais. pouvoir produire. Sinon, Ouais. c'est pas, Ouais. sinon ça colle pas. D'autant plus si tu es dans une population humaine qui croit. C'est-à-dire qu'il y a une croissance, et ça c'est comme le mythe de l'économie circulaire, tu sais, c'est-à-dire on va faire une économie circulaire, on va faire une agronomie circulaire, c'est-à-dire la vache va manger la plante, elle va faire des déjections, je ramène les déjections de la vache dans le champ et j'ai fermé le circuit. Oui, sauf que la vache quand elle mange la plante, ce qu'elle rejette c'est 35% de ce qu'elle a mangé. Le reste il est pris dans la carcasse de la vache, qui a grossi entre-temps, évidemment. Mhm. Toi tu manges la vache, ce que tu rejettes c'est 35% de ce que tu as mangé, qui est pris aussi dans ta carcasse. Donc même si on mettait tes déjections à toi dans le champ, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Faudrait mettre mon cadavre dans le champ avec celui de la vache. Exactement, Ah bah il non, faudrait ouais. mettre ton cadavre Je suis avec pas celui de la d'accord, vache hein. pour récupérer tout. D'accord. Ce qui On n'est va pas- vraiment arrêter l'interview, j'en ai marre. ce qui n'est aujourd'hui pas ce qu'on fait, d'accord. C'est juste, c'est une question de flux. Il faut pas avoir fait normal sup et l'ENA pour comprendre que quand tu sors quelque chose, à un moment donné, il faut le ramener. Point, c'est tout.